Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons commencer par les nouveautés de la version. Au niveau des évolutions logicielles, alors la première évolution, qui est assez flagrante, c'est l'optimisation de l'affichage par l'augmentation des tailles des fenêtres, notamment dans, les menus bulletins salariés. Donc bulletin salarié, vous avez l'habitude d'y aller tous les mois normalement. La fenêtre d'affichage, notamment au niveau des valeurs de base, n'affichait qu'une dizaine de lignes. À partir de maintenant, on a accès à une vingtaine, donc ça va vous faciliter les saisies et notamment, éviter de descendre le petit ascenseur. Donc ça, première optimisation assez pratique. Ensuite, seconde optimisation au niveau de l'affichage des menus. Donc à présent, les paramètres d'affichage qui vont être pris en compte pour l'affichage de votre logiciel de paye vont être ceux de votre écran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui avaient des fenêtres, qui étaient réduites avec des menus qui nécessitaient de descendre pareil les ascenseurs, maintenant, ça va être adapté à l'écran, à la machine, on va dire, que vous avez. Donc la résolution d'écran par défaut, maintenant, est recommandée à 150. Ça, c'est pour les personnes qui avaient dû mettre en plus petit pour éviter justement de ne pas avoir tous les menus. La version 6.10 vous permettra d'afficher la totalité. Au niveau du logiciel, vous savez qu'il y avait, pas mal de menus, notamment sur des anciennes déclarations qui étaient toujours présents, notamment sur les AED. Donc les AED, les attestations employeurs dématérialisées, dispositif qui a disparu, au profit de la FCTU, fin de contrat de travail unique. Et jusqu'à présent, dans le logiciel, vous aviez toujours, accès assez facilement aux différents menus FCT et AED. Donc là, il y a eu un peu de rangement qui a été fait dans le logiciel, donc ces fonctions ne disparaissent pas, mais sont rangées. Notamment au niveau de la fiche de salarié, au niveau de l'état administratif, quand vous faites clic droit état administratif, vous aviez les fonctions fin de contrat de travail et AED. Maintenant, elles ont été déplacées dans un sous-menu qui s'appelle «Ancienne déclaration». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vous aurez, la FCTU par défaut dans les états administratifs. Même chose au niveau de la page contrat des salariés. Donc dans la page contrat, ancien contrat, pour les salariés qui ont eu plusieurs contrats dans votre société, les, fonctionnalités FCT et AED ont été masquées. On aura toujours la possibilité de les visualiser si on le souhaite, mais par défaut, ça a été masqué, ne laissant place qu'à la FCTU. Toujours dans la page contrat de la fiche de personnel, l'option AED transmise, qui était présente en grisé quand vos salariés sont présents, a été supprimée et remplacée par la notion de DSN FCTU transmise. Donc l'éditeur a travaillé sur toutes les notions de FCT et AED, vous l'avez compris, tout ce qui était FCT est bien devenu FCTU, pour éviter justement qu'on se pose des questions. Sur l'affichage des colonnes, toujours au niveau des fiches de personnel, vous savez que vous pouvez personnaliser l'affichage des données. Si vous faites un clic droit sur les colonnes, vous ne retrouverez plus le champ AED transmise, mais vous aurez la possibilité d'afficher la DSN FCTU transmise. Donc là, c'est vraiment pour de l'affichage. Vous aurez la possibilité de voir ce que vous avez envoyé ou pas. Au niveau des menus état, donc au niveau des menus état CICE et état DUX, ces 2 déclarations, qui n'existent plus depuis quelque temps déjà, ont été déplacées dans le menu annexe ancienne déclaration. Donc si vous cherchez à faire, une DUX via le menu état, vous ne la retrouverez pas, il faut que vous passiez par le menu annexe ancienne déclaration. Et enfin, toujours sur ces règles de nommage, dans en tête du dossier émetteur 7 je paye, l'émetteur déclaration unique des cotisations sociales a été renommé en déclaration des cotisations sociales, ce qui est plus cohérent, à aujourd'hui, vu que ces informations remontent dans vos DSN et ne sont plus utilisées pour la DUX.
Nouveauté dans les fiches de personnel, des fonctions raccourcies ont été ajoutées directement, dans la fiche de personnel. Donc quand vous serez sur un salarié, en bas de la fenêtre, il va y avoir plusieurs boutons accessibles. Donc le premier va être «Saisir un arrêt». Ça vous enverra directement sur le menu «Gestion arrêt de travail» et comme le nom l'indique, vous offrira la possibilité de saisir un arrêt de travail en vue de faire un DSN une DSN de signalement. Vous aurez la possibilité aussi de voir les arrêts du salarié en question. Donc, quand vous cliquez sur «Voir les arrêts», vous arrivez toujours sur «Gestion arrêt de travail». Vous visualisez la totalité des arrêts du salarié sur la période qui est sélectionnée. Générer la fin de contrat de travail unique, donc là, en cas de départ du salarié, ça vous évite de faire le clic droit état administratif ou de passer par en haut état administratif FCTU. Possibilité de générer la DSN mensuelle directement par cette fenêtre également, l'édition des soldes de tout compte et du certificat de travail, la saisie d'un acompte et l'édition de la fiche individuelle. Vos autres menus existent toujours, vous retrouvez toutes ces fonctions dans les menus habituels. Par contre, vous avez les raccourcis maintenant ici, ce qui vous évite de changer de fenêtre, de baisser la fenêtre, d'aller dans d'autres menus, et ce qui est quand même plus pratique. Au niveau de la fiche de salarié, il y a eu une autre modification. Donc là, c'est un peu plus de rangement, on va dire. Sur la version 6.10, il y a un nouvel onglet qui était apparu, l'onglet Données RH. Dans l'onglet Données RH, on retrouve toutes les informations sur la dématérialisation et sur Sage Espace Employé. Eh ben, vous retrouvez toujours ces informations, dans ce menu. Par contre, ça a été regroupé. Maintenant, on a un bloc pour toutes les options communes à la dématérialisation, que ce soit la dématérialisation via UKG ou la dématérialisation via la place digitale et ensuite le bloc Sage Espace Employé. Donc là, la nouveauté, c'est que ça a été, rangé en 2 blocs distincts plutôt que comme dans la précédente version d'avoir un morceau dématérialisation, un morceau Sage Espace Employé, puis enfin encore une information Sage Dématérialisation. Donc les données telles qu'elles étaient renseignées auparavant resteront toujours présentes, mais seront rangées différemment. Au niveau des fins de contrat de travail unique, donc je ne l'ai pas reprécisé tout à l'heure, mais on est bien d'accord que à présent, le seul moyen de faire les attestations Pôle emploi, donc les attestations de départ de vos salariés pour l'ouverture des droits à Pôle emploi et la DSN de fin de contrat de travail unique, la FCTU. Les dispositifs AED et FCT, fin contrat de travail, sont terminés. Au niveau de la FCTU, donc, il y a eu une amélioration pour la génération des fins de contrat de travail des anciens contrats. Donc là, encore une fois, ça concerne, le cas des salariés qui ont eu plusieurs contrats dans votre société. La nouveauté, c'est que maintenant, au niveau de la synchronisation, donc quand on passe par le menu «Anciens contrats», la date de sortie des anciens contrats est reprise. Alors, en quoi c'est quelque chose de nouveau? Auparavant, ça pouvait être un peu compliqué quand on devait refaire une fin de contrat de travail unique entre 2 autres fins de contrat de travail unique. Si je m'explique, imaginons votre salarié a eu un premier contrat au mois de septembre chez vous, il en a eu un second au mois d'octobre et il en a un actuellement qui s'est terminé, on va dire, au 15 novembre. Vous avez fait la fin de contrat de travail du premier au 15 novembre et vous vous apercevez pour une raison quelconque que celle du mois d'octobre n'a pas été effectuée. Et bien là, en passant par la fonction ancien contrat, donc dans la fiche de salarié, l'onglet contrat, ancien contrat, vous pourrez régénérer la DSN fin de contrat de travail, dans mon cas du mois d'octobre, et le logiciel reprendra bien la date de sortie et non plus la date, on va dire, de dernière paye pour établir sa déclaration. Autre optimisation qui va éviter, plus d'une mauvaise surprise, les alertes en cas de clôture intermédiaire. Donc tous les mois, vous êtes habitué à faire votre clôture mensuelle. Vous clôturez votre paye pour la totalité de vos salariés.
Donc vous avez l'habitude de bien faire attention à ce que tous vos bulletins soient édités pour pouvoir faire cette clôture. Et on a une autre clôture qui est possible en paye, la clôture intermédiaire, qui sert à faire des clôtures en cours de mois. Alors, dans quel cas on peut utiliser la clôture intermédiaire? La plupart du temps, c'est par exemple pour le cas d'un salarié qui est apprenti et qui intègre votre société sous un autre statut au milieu de mois. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, j'ai un apprenti qui termine son contrat au 15 novembre. Je décide de l'embaucher en CDI, non cadre ou peu importe, au 16 novembre. Il va falloir que je lui fasse une première paye du 1er au 15 en tant qu'apprenti, puis une seconde du 16 au 30 avec son nouveau régime. Donc, pour faire ça, on a le menu clôture intermédiaire. Et dans la clôture intermédiaire, il faut sélectionner le salarié en question. Et parfois, ce qui arrivait, c'est qu'on ne faisait pas attention, on ne sélectionnait pas le salarié, on laissait courir toute la société, on faisait la clôture intermédiaire et on se rendait compte que tous nos salariés avaient été clôturés. Donc là, l'intérêt de cette alerte, c'est qu'au moment où vous allez valider l'alerte, il va vous mettre un message vous indiquant le nombre de salariés qui vont être clôturés. Donc là, moi, dans mon cas, si je ne clôturais qu'un seul salarié, si l'alerte me dit attention, vous allez en clôturer 38, c'est qu'il y a un souci. Donc, si il y a un souci, je peux cliquer sur le bouton non et dans ce cas-là, ça me remet à l'écran clôture intermédiaire. Si je réponds oui, ben, comme vous vous en doutez, votre clôture va se faire pour la totalité des salariés indiqués dans l'alerte. Donc, petit rappel aussi, je ne le dis pas assez, avant de faire une clôture intermédiaire, faites bien une sauvegarde avant clôture. Là, ça va vous permettre de fiabiliser un petit peu et de visualiser un peu mieux ce qu'on va clôturer. Au niveau des bulletins complémentaires. Les bulletins complémentaires, qu'est-ce que c'est? C'est les bulletins que nous allons faire pour un salarié qui est sorti. Actuellement, si un salarié est sorti, si vous cliquez sur bulletin salarié, ce salarié ne sera pas dans la liste parce qu'il n'est pas sur un contrat actif. On a la possibilité dans cette Je paye de faire des bulletins tout de même pour les salariés qui sont sortis en allant dans la fiche de salarié, dans l'onglet contrat et en cochant bulletin complémentaire à réaliser. Cette case existe toujours. Par contre, il y en a une nouvelle qui a été ajoutée, l'option continuité de l'ancienneté. Alors, à quoi va servir cette case? Elle va servir à choisir si oui ou non on souhaite ajouter un mois d'ancienneté dans l'ancienneté du salarié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, quand on faisait un bulletin complémentaire, quand on faisait la clôture de ce bulletin complémentaire, le logiciel venait ajouter un mois d'ancienneté dans l'ancienneté des salariés. Aujourd'hui, si vous faites une clôture intermédiaire, si vous décochez continuité d'ancienneté, l'ancienneté du salarié restera identique à celle avant clôture. Pour ceux qui gèrent beaucoup de bulletins complémentaires, alors ça peut être le cas par exemple quand on fait des bulletins de participation et d'intéressement pour les salariés sortis, il y a la possibilité de cocher en masse cette information. Donc, on avait déjà la possibilité de le faire pour les bulletins complémentaires. Maintenant, on pourra le faire pour la continuité de l'ancienneté. Les modifications en masse, ça se passe dans le menu annexe modifications en masse, dans les fiches de personnel, donc l'onglet fiches de personnel et le sous-menu entrée-sortie. Vous cochez les 2 petites cases et ça vient les cocher dans les fiches de salariés. Au niveau du bonus-malus, donc bonus-malus, c'est un dispositif, Pôle emploi. Donc certaines sociétés de certains secteurs ont, au niveau de leur taux de cotisation Pôle emploi, soit un bonus, soit un malus. Ça veut dire quoi? Actuellement, le taux, commun est à 4,05 et certaines sociétés vont avoir des taux qui sont diminués, donc un taux bonus, ou un taux supérieur à 4,05, un taux malus. Depuis cet été, vous pouvez récupérer des fichiers CRM avec les taux, les notifications de taux sur Net Entreprise. À partir de la version 6.10, il sera possible de récupérer ces CRM directement via un tuyau EDI dans Senge, donc comme pour vos taux de prélèvement à la source en fait, pour que ça puisse s'intégrer directement dans votre rubrique.
Alors, comment ça se passe pour la récupération? Par défaut, dans les paramètres de paye, donc dans le fichier paramètres de paye, c'est là où on est venu, entre autres, paramétrer l'endroit où vont aller se stocker vos CRM pour le prélèvement à la source, le taux d'accident de travail, etc. Avec la version 6.10, si vous n'indiquez pas de répertoire pour le téléchargement des taux bonus-malus, par défaut, c'est le répertoire C7jepaye appdata et un dossier taux BM qui va récupérer et stocker vos taux de bonus-malus. J'en profite aussi pour vous rappeler que dans votre rubrique de taux bonus-malus, si le taux a été forcé, c'est-à-dire si vous êtes allé mettre manuellement le taux, il faudra bien penser à aller mettre la constante taux bonus-malus pour que l'automatisme soit opérationnel. Niveau DSN, vous avez vu avec la précédente version, la version 6, que le logiciel vous affichait les nouveaux bilans NeoRes, donc les nouveaux bilans DSN, notamment les bilans 119 et 120 de l'ACOS, qui vous remontent maintenant des anomalies que vous n'aviez jamais eues auparavant. On a depuis quelques mois également un nouveau bilan, le bilan 121. Donc, le bilan 121, c'est le bilan qui vérifie les informations sur l'identité des salariés. Ça va vous remonter, par exemple, toutes les anomalies sur les noms de famille. Donc, ça peut être un apostrophe qui est indiqué, un tiret qui n'est pas indiqué, un nom de naissance qui n'est pas renseigné dans la fiche de salarié. Et ça va maintenant aussi vous alerter sur les anomalies, sur les dates de naissance. Donc, par exemple, mon salarié est renseigné au 1er décembre 1980 dans ma fiche de salarié et est reconnu auprès de la SNGI comme étant né au 15 décembre 1980. Donc, la nouveauté de logiciel, c'est quoi? C'est que ces bilans vont remonter directement dans votre logiciel 7jepaye dans le petit menu bilan erreur DSM. Donc, le menu bilan erreur DSM ne s'affiche qu'à partir du moment où vous avez un des bilans 119, 120 ou maintenant 121 qui est en statut anomalie. Donc, ça veut dire que quand vous allez ouvrir votre logiciel, que vous allez voir bilan erreur DSN, vous allez avoir plus tendance à consulter vos bilans pour corriger qu'auparavant, où il fallait que vous alliez dans vos DSN après validation pour consulter tous les bilans et éventuellement les corriger. Donc, les bilans continuent de s'enrichir. Il y a de plus en plus de contrôles sur, notamment au niveau de l'URSSAF, les bases agrégées, les bases nominatives, plus en plus de bilans sur les anomalies, donc là, individus. Actuellement, ces anomalies ne sont pas bloquantes, mais il faut vraiment que vous les corrigiez au fur et à mesure, parce que rien ne nous garantit que demain, cela ne deviendra pas bloquant. Donc, pensez bien à corriger dès que vous voyez quelque chose pour avoir une des scènes la plus propre possible. Autre nouveauté aussi sur toujours quelque chose qui impacte la DSN, les alertes sur le numéro de technique temporaire. Alors, numéro de technique temporaire, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va indiquer dans la fiche de salarié lorsque nous n'avons pas le numéro de sécurité sociale définitif du salarié. Alors, dans quel cas on n'a pas le numéro de sécurité sociale du salarié? 1er cas, le salarié vous a pas communiqué l'information et on est fin de mois, il faut qu'on fasse la paye. Deuxième cas, c'est les salariés qui ont des numéros de sécurité sociale provisoires qui commencent par 7, 8 ou 9. Et ces numéros provisoires ne sont pas acceptés dans la DSN. Donc, quand vous créez une fiche de personnel, si votre numéro de sécurité sociale n'est pas renseigné complètement, on a un numéro technique temporaire qui prend le relais, qui se constitue du chiffre 1 ou 2 en fonction du sexe de votre salarié, donc en fonction de, dans la civilité, si vous avez mis monsieur, madame ou mademoiselle, suivi du numéro de SIRET de votre société et suivi du matricule de votre salarié. J'espère que ce n'était pas nécessaire de le repréciser, mais je vais le faire quand même. On est bien d'accord qu'on ne complète plus le numéro de sécurité sociale par des 999 quand on n'a pas le numéro complet.
Si vous avez fait ça, enlevez-moi ça tout de suite et mettez-moi le numéro technique temporaire. Et si on revient à pourquoi on a des alertes, dans numéro technique temporaire, on a le mot temporaire. C'est-à-dire que normalement, les numéros techniques temporaires ont une durée de validité de 3 mois. On est censé ne pas les utiliser pendant plus de 3 mois. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on retrouve dans certaines payes des salariés qui peuvent avoir des numéros techniques temporaires depuis 3 4 ans parce qu'on n'est pas venu renseigner le numéro de sécurité sociale. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si vous avez, des numéros techniques temporaires qui sont renseignés depuis plus de 3 mois? Vous allez avoir une alerte non bloquante qui va s'afficher pour vous dire: «Attention, la validité du numéro technique temporaire est atteinte». On peut se dire: «Bah, c'est pas grave, on va faire fermer, c'est pas si contraignant que ça». Sauf que cette alerte, volontairement, elle va être et dans vos fiches de personnel et dans vos bulletins. C'est-à-dire que dès que vous allez ouvrir la fiche ou le bulletin, vous allez avoir l'alerte qui va vous dire: «Attention, votre NTT, la validité est atteinte», à chaque manipulation que vous allez faire. Si, vous avez des numéros techniques temporaires encore dans vos fiches de salariés et que vous avez récupéré les numéros de sécurité sociale, pour information, vous n'avez juste qu'à renseigner le numéro de sécurité sociale. Il ne faut pas supprimer le numéro technique temporaire. Vous renseignez le numéro de sécurité sociale et et puis ça viendra se renseigner. Au niveau de l'AGA, donc l'AGA, gestion avancée, c'est le module qui permet de faire des extractions, en direct de cette je paye. On a un nouveau champ qui a été renseigné, qui a été pardon, pas renseigné, qui a été ajouté, le champ ETP. Donc le champ ETP, c'est celui qui vient de la fiche de personnel. Dans l'onglet paye, vous avez le champ ETP et vous pourrez récupérer directement cette information sans passer par la constante. Autre modification aussi qui va être hyper pratique au niveau des éditions des GA. Vous vous souvenez que sur les versions précédentes, on a eu des barres de recherche pour la conception des GA. Donc si je vais dans GA, modèle et que je crée une nouvelle GA, je peux rechercher les champs dont j'ai besoin sans avoir à aller, regarder dans toutes les listes. Maintenant, lorsque vous ferez des éditions de GA, vous pourrez rechercher sur un mot, une GA dans toute la liste de vos modèles. Vous pourrez faire la même chose sur vos modèles de sélection. Donc ça, en général, on en a un petit peu moins, donc c'était moins contraignant. Mais si vous aviez 200 listes et qu'on cherchait la liste, qui contrôle les congés payés, par exemple, bah, maintenant vous tapez «congés» et vous aurez toutes les listes qui contiennent le mot «congé». Donc ça, une amélioration qui, pareil, nous fera gagner du temps, au niveau de nos extractions. Les petites nouveautés suivantes, alors, on a maintenant la constante SNET-SOCAL qui est ajoutée à la fiche individuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la constante SNET-SOCAL? C'est la constante qui va remonter le net social de vos salariés. Donc, cette information était déjà présente dans le livre de paye et normalement déjà présente sur vos bulletins. Elle a été intégrée dans la fiche individuelle, ce qui permettra de faciliter les contrôles ou de communiquer des informations aux salariés s'ils avaient besoin, qu'on leur notifie mois par mois leur net social. Au niveau des fiches de personnel, les fonctions d'entreprise, la taille des caractères a été augmentée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, on était assez restreint quand on voulait mettre, le nom d'une fonction. Maintenant, on est passé à 60 caractères, ce qui est quand même plus sympa. Donc vous allez pouvoir retravailler soit vos tables, alors qu'est-ce que j'entends par vos tables? Soit vous aviez créé vos fonctions d'entreprise et vous les affectiez à vos salariés, ou alors soit vous allez directement dans vos fiches de personnel et vous les renseignez manuellement. Les 2 sont encore possibles, mais vous pouvez mettre un petit peu plus. Au niveau des constantes, donc les constantes utilisateurs, 256 nouvelles constantes sont, possibles en création. Donc 256 nouvelles constantes, c'est pas mal. C'est assez rare qu'on ait, dépassé le nombre de constantes utilisateurs en création. Les constantes utilisateurs, pour rappel, c'est celles qui nous permettent, entre autres, d'aller mettre dans les libellés de groupe, des constantes.
En gros, on fait comme si c'était Sage qui les avait créées. C'est les constantes que vous créez, par exemple, quand vous avez consommé tous vos constantes de type HA ou tous vos CL, et ben, on peut vous recréer un CL, en 12 si vous le souhaitez en type utilisateur. Voilà ce que ça veut dire. Au niveau des infos libres, maintenant la réponse des infos libres va être reprise en duplication d'une fiche de salarié. Donc si vous dupliquez une fiche de personnel, vous allez avoir les réponses aux infos libres. Alors la plupart du temps, c'est surtout pour la mutuelle que c'est utilisé. Et ben, si un salarié, a une réponse à l'info libre mutuelle, mutuelle isolée, si vous dupliquez ce salarié, le nouveau salarié aura également la réponse isolée dans l'info libre. Donc attention, si vous avez pris le pli de dupliquer sans vérifier les infos libres, sur la version 6.10, il faudra, faire attention sur ce point-là. Et dans l'affichage de votre fiche de salarié, vous avez la possibilité maintenant d'afficher les numéros de téléphone, donc que ce soit les numéros de téléphone perso ou les numéros de téléphone pro. Ils sont accessibles quand vous faites un clic droit dans la barre, de la fiche salarié, donc dans la barre du haut. Vous aurez dans la liste des numéros de téléphone qui sont mis à dispo. Au niveau des imports, donc dans cette Je paye, vous pouvez faire, plusieurs types d'imports. Des imports via un fichier Excel ou des imports via un fichier TXT. Peu importe le type d'import, de nouveaux champs sont maintenant disponibles en import, le champ ETP et le champ BOTH. Donc ce sont tous les 2 des champs qui sont disponibles dans les fiches de personnel. Et au niveau de l'import, on a aussi maintenant un nouvel automatisme qui a été mis en place, la mise à jour des dates. Donc mise à jour des dates, à quoi ça va servir? Ça va servir que si dans votre fichier d'import, vous avez renseigné les dates de contrat, et ben, ça va permettre d'alimenter les dates d'embauche et les dates de départ. Donc ça va permettre quoi? Ça va permettre d'éviter, d'ajouter autant de colonnes qu'on avait de dates. Ce qu'on faisait habituellement, c'est qu'on mettait une colonne date de contrat, une colonne date d'embauche. Bah, là, on pourra en garder qu'une sur 2 et demander la mise à jour automatique des dates. Donc ça, en import, pardon, de fiches de salariés sur, import Excel ou import TXT. Toujours au niveau des imports, 2 nouveaux formats d'import ont été créés. Donc les formats d'importation, c'est quoi? C'est pour quand on veut importer un fichier Excel dans Senge, il faut qu'on explique à Senge quel est le fichier Excel, enfin qui les colonnes, à quoi elles vont correspondre dans le logiciel. Donc nous avions déjà des formats d'import pour les fiches de personnel. Donc par exemple, si on voulait, aller renseigner les adresses des salariés, on a un format d'import fiche de personnel où on peut choisir les éléments adresse, code postal, commune. On a des formats d'importation pour tout ce qui va être alimentation des variables de paye, donc pour les rubriques, les constantes. On a des formats d'importation pour, les acomptes, donc plusieurs formats d'importation qui existent. Et à partir de la version 6.10, on va avoir de nouveaux formats d'importation qui vont exister. Un format d'importation pour les infos libres. Donc les infos libres qu'on retrouve dans les fiches de personnel, c'est les questions auxquelles on va donner une réponse qui vont nous déclencher du paramétrage dans la paye. Donc dans ce format, possibilité d'importer le matricule, le code de l'info libre pour indiquer quelle est la question à laquelle on va répondre. Et ensuite, possibilité de mettre des types de réponses en choix. Donc oui ou non, oui ou non, c'est celui d'après, en choix, par exemple 0, 1, 2, 3, 4, oui ou non, une valeur ou après des dates ou du texte. Donc ça veut dire qu'on pourra répondre à des questions en import. Et le deuxième format d'importation qui est, proposé, c'est un format d'import pour les contrats sociaux. Donc contrats sociaux, actuellement, on avait 2 possibilités. Soit on les affectait manuellement dans les fiches de salariés, soit on passait par une modification en masse. Mais là, on pourrait imaginer coupler les 2 nouveaux formats d'import. Par exemple, créer une info libre pour la mutuelle, pour gérer les mutuelles, et ensuite créer un format d'import pour les contrats sociaux et en fonction des réponses aux infos libres,
affecter le contrat qui va bien, à l'option. Au niveau des rapports d'importation, vous savez que quand vous faites un clic droit, import, vous avez toujours un rapport d'importation qui vous est proposé. Donc sur le rapport d'importation de l'info libre, ils pourront détecter si le code info libre est inexistant, donc si vous essayez d'alimenter une info libre qui n'existe pas. Et sur les contrats sociaux, il y aura des contrôles et donc des remontées qui seront faits si le contrat social n'est pas attaché à l'établissement ou si le code population ne sont pas paramétrés. Donc, code population, pour rappel, non obligatoire dans les contrats sociaux, c'est vos fiches de paramétrage qui déterminent si oui ou non il doit y en avoir. Mais si lors d'un import, vous affectez un code population qui n'existe pas ou qui n'est pas rattaché au contrat qui est lui-même rattaché à votre établissement, eh ben, vous aurez un petit retour vous indiquant que ce n'est pas correct. Et enfin, dernière nouveauté sur le logiciel, donc là, c'est pas sur Sage Pay spécifiquement, c'est sur Sage Espace Employé. Donc Sage Espace Employé, pour ceux qui ne savent pas, c'est un module complémentaire à Sage qui, permet de gérer, entre autres, la gestion des absences, donc la saisie, par exemple, des congés payés sur une application, avec des circuits de validation et l'intégration derrière en paye, qui permet de gérer aussi la saisie des variables de paye, donc toujours avec la possibilité d'avoir des circuits de validation et cetera et qui permet de gérer les notes de frais. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube d'Extrémité. Il y a des vidéos, de démonstration qui vous montrent un peu ce que c'est ou, contacter votre chargé de clientèle à ce sujet. Donc la nouvelle option qui a été, ajoutée dans la version 6.10, c'est la possibilité de synchroniser les compteurs qui sont à zéro. Alors, l'intérêt de synchroniser un compteur à zéro, c'est quoi? C'est qu'auparavant, quand on faisait une synchronisation, si, le compteur en question était à zéro, il ne remontait pas dans Sage Espace Employé parce que, bien entendu, pas alimenté. Donc là, une nouvelle case à cocher dans les natures que vous retrouvez dans vos paramètres de paye. Dans paramètres de paye, vous avez l'onglet cumul et en bas le bouton compteur et sur chaque nature SEE, la possibilité ou pas de cocher pour synchroniser les compteurs à zéro. Alors, j'en ai fini pour la présentation Cette Je paye. On va passer, aux informations sur 2024. Juste avant, je vais prendre quelques minutes pour, répondre aux questions dans le chat. Donc si d'ici là, vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Alors, j'ai une question, je vais remonter, youp, sur le bonus-malus. Bonjour, bonus-malus ou avoir les informations sur Net Entreprise? Alors, ma réponse va être: je ne travaille pas pour Net Entreprise, donc je ne peux pas vous répondre. Par contre, je sais vous répondre où vous pouvez les retrouver dans Senge. Vous allez les retrouver dans votre Intui EDI. Il y a eu des notifications qui ont été faites, au mois de septembre, août ou septembre, il faudrait revérifier dans vos bilans. Mais si vous allez voir dans vos DSN mensuels, vous allez retrouver, le bilan fourni par, l'assurance chômage. Et ensuite, on me demande dans quel menu se trouve le bilan 121. Alors, si la question c'est dans quel menu de cette Je paye, vous le retrouvez dans le menu bilan erreur DSN qui sera dispo, je vais vous montrer ici, quand vous êtes dans votre logiciel de paye. Donc vous, par défaut, vous êtes sur accueil, là où il y a toutes les tuiles de vos sociétés et les tuiles d'information. Et tout au bout va apparaître un menu bilan erreur DSN. Donc, si vous n'avez pas de bilan en erreur, pas de 119, 120 ou 121, ce menu, ne le cherchez pas, vous ne l'aurez pas. Par contre, si sur le mois, vous avez un bilan en anomalie, vous allez avoir ce bilan qui va remonter. Comme vous n'avez pas encore la version 6.10, comment vous pouvez faire pour consulter ce bilan malgré tout? Quand vous allez dans votre compte Intui EDI, vous cliquez sur votre DSN mensuel. Donc, normalement, vous avez votre DSN mensuel. Vous avez un petit rond vert si elle a été acceptée. Vous cliquez sur ce rond vert et là, vous allez avoir la liste des retours de tous vos organismes. Quand il y a une petite pastille
verte, c'est que c'est tout bon. Quand il y a du orange, ça veut dire qu'il faut consulter. Donc si vous avez, un bilan 121 en anomalie, vous allez le retrouver dans votre DSN mensuel avec un petit pictogramme orange qui va vous indiquer quelles sont les anomalies. Donc là, actuellement, il faut que vous alliez dans vos bilans pour pouvoir les consulter. À partir de la version 6.10, ça remontera en automatique, dans votre, logiciel. A priori, je n'ai pas d'autres questions. Je remonte un tout petit peu pour être sûre. Non, ça m'a l'air, pas mal. Alors n'hésitez pas si vous en avez d'autres, même si on passe à la suite, j'y répondrai, tout à l'heure. Hop, je redescends. Je vais vous faire un petit point sur les nouveautés 2024. Donc là, les nouveautés qui concernent tout le monde dans un premier temps. 2024, 1 chose, on va avoir une nouvelle variable DSN. Donc cette nouvelle variable, dans Sage, elle va s'appeler DSN élément revenu net. Donc ce sera la S21 G0058. Et à quoi elle va servir? Elle va servir à, déclarer 2 choses, les heures supplémentaires exonérées et le montant net social. Alors, actuellement, sur les heures supplémentaires exonérées, on déclare ces heures supplémentaires dans le S21 G0051 avec un énuméré 0,26 qui veut dire heures supplémentaires ou complémentaires exonérées. Ce montant, c'est un montant brut qui est déclaré. Alors, qu'est-ce que j'entends par un montant brut? Eh ben, clairement, si vous aviez touché, enfin, si vous avez fait pour 200 € d'heures supplémentaires, eh ben, il va y avoir 200 € d'indiqués dans, cet énuméré 0,26 et ces heures supplémentaires exonérées sont inclus dans la rémunération nette fiscale. Donc 2023, cahier technique 2023, la rémunération nette fiscale que je retrouve dans ma DSN, je déclare les heures supplémentaires exonérées comme si elles ne l'étaient pas. Donc ça, c'est pas une nouveauté, donc c'est une nouveauté d'il y a plus d'1 an. En 2024, on rechange la méthode déclarative des heures supplémentaires. Ce ne sera plus déclaré dans le bloc 51 avec l'énuméré 0,26, ce sera déclaré dans le nouveau bloc 58 avec l'énuméré 0,1 qui voudra dire heures supplémentaires ou complémentaires. Mais cette fois-ci, ce montant sera net. Alors, qu'est-ce que j'entends par un montant net? Un montant net de CSG-CRDS, d'accord? Et ne sera pas inclus dans la rémunération nette fiscale. Alors, je sais que c'est alambiqué, qu'il y a 2 ans, on déclarait pas les heures supplémentaires dans l'aide fiscale. L'année dernière, on les a déclarées et ben là, on ne les redéclare plus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on change le déclaratif des heures supplémentaires exonérées. Donc sur le changement de bloc, pas de grande, difficulté, ça passe du bloc 51 à 58, c'est pas trop perturbant. Par contre, on déclarait un montant brut, maintenant on va déclarer le montant net et on l'intégrait dans le net fiscal. Maintenant, on ne l'intégrera plus dans le net fiscal et bien à compter de 2024, hein. Faut pas faire les changements maintenant. Et ensuite pour le net social, bah, là, on le déclarait en attendant dans le bloc 51 avec un énuméré 0,27 qui s'appelait pas encore montant net social, mais qui s'appelait, potentiel, nouveau groupe ou quelque chose dans ce goût-là. Et ben, dès 2024, on l'intègre dans le bloc 58 et maintenant il a son propre énuméré, le 03, montant net social. Donc cette nouvelle variable DSN, elle est déjà disponible dans Sage, d'accord? Si vous regardez, une fois la saisie passée, il y a un nouveau plan de paye Sage sur novembre qui intègre cette nouvelle variable. Et cette nouvelle variable, sur le cahier technique 2023, le bloc 58 n'existe pas. Donc ça ne sert à rien de la mettre, tout de suite. Ça ne passera pas dans votre DSN et ça ne doit pas passer avant votre DSN de février 2024, donc celle sur vos payes de janvier 2023, 2024, pardon. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on a, un nouveau champ qui est ajouté dans la DSN de signalement de fin de contrat de travail unique. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le seul signalement de fin de contrat
qui reste, FCTU. Maintenant, on va avoir une information sur à quoi correspond le mois de la enfin, sur quel mois de DSN mensuel est rattaché, le déclaratif. Parce que vous savez que les DSN de fin de contrat de travail unique reprennent 2 périodes, donc les 2 dernières périodes de paye du salarié. Et ben, maintenant, ça permettra d'indiquer à Pôle emploi, en fait, c'est pour être un peu plus précis au niveau de Pôle emploi, si c'est des éléments qui précèdent la DSN mensuelle ou si c'est des éléments qui, correspondent au mois précédent. Donc nous, clairement, ça change rien du tout pour nous, ça se met en automatique, mais Pôle emploi a demandé à avoir ces informations complémentaires. Autre nouveauté 2024, donc au niveau des DSN de signalement, on connaît le signalement fin de contrat de travail unique parce qu'on en parle depuis tout à l'heure pour les sorties des salariés, donc pour les attestations Pôle emploi. On a les signalements arrêt de travail, donc pour la constitution des indemnités sécurité sociale. Jusqu'à 2023, il existait un signalement pour le motif maladie, un pour le motif maternité, un pour la paternité et un pour l'accident du travail. À partir de 2024, il y a un nouveau motif pour le signalement pour le motif deuil d'enfant. Donc bien entendu, motif, très spécifique. Dans le plan de paysage, il y a une nature d'événement qui va être créée, pour cet événement, la nature d'événement 10-80 et donc bien un nouveau motif de signalement. Au niveau du temps partiel thérapeutique. Temps partiel thérapeutique, ça fait quelques mois, depuis février, même si on veut être précis, que le temps partiel thérapeutique peut passer en DSN en vue d'alimenter la DSIJ. Actuellement, la DSN temps partiel thérapeutique donc, est bien effective. Vous pouvez faire des DSN pour le temps partiel. Par contre, il est toujours demandé de réaliser systématiquement une DSIJ en plus de la DSN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sauf si vous faites partie du régime agricole, si vous faites un déclaratif temps partiel thérapeutique en DSN, vous devez encore faire le signalement à côté sur Net Entreprise, donc la déclaration manuelle. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est encore des tests et qui sont encore en cours de validation, on va dire. Ça ne devrait plus trop tarder, si j'ose dire, à être complètement effectif. Donc là, au niveau de Net Entreprise, les informations que vous voyez à l'écran viennent du fil d'actualité de Net Entreprise. Ils nous communiquent bien la nécessité de faire le double déclaratif. Ils nous expliquent bien que c'est le bloc S21G0066 qui va servir au déclaratif du temps partiel thérapeutique. Donc le 0066, vous le retrouvez dans le menu arrêt de vos DSN mensuels. Et ils nous disent que si votre paramétrage n'est pas correct ou si vous ne faites pas encore le déclaratif de ce bloc, ils veulent que, l'information soit 0. Donc ça veut dire ils veulent pas du vide, ils veulent un 0. Pourquoi je vous précise ça? Parce que dans la nouvelle version de déclaration sociale, parce qu'on a une nouvelle version de Je paye 6.10, mais également une nouvelle version de déclaration sociale à 14.10. Nous avons dans les paramètres de déclaration sociale un nouveau menu pour la gestion des temps partiels thérapeutiques qui, par défaut, n'est pas coché, ce qui veut dire que ça va aller valoriser à 0 en automatique l'information. Donc, quel est l'impact pour vous? Eh ben, en fait, le temps que vous ne faites pas de signalement, tant mieux, ça va les valoriser à 0 en automatique. Par contre, si vous souhaitez faire dès à présent vos signalements, donc votre paramétrage DSN temps partiel thérapeutique est mis en place et les montants de vos pertes de salaire sont corrects, il faudra venir cocher cette option pour que ça reprenne l'information, de votre paramètre. Toujours sur les temps partiels thérapeutiques, à partir de 2024,
Les indemnités sécurité sociale subrogées sur temps partiel thérapeutique, donc quand l'employeur perçoit des indemnités sécurité sociale dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, ces indemnités sécurité sociale devront être soumis au PASS. Donc soumis au PASS pour quels risques? Pour les risques accident de travail et maladie professionnelle dans les mêmes conditions que lorsque c'est juste un arrêt de travail. Alors, qu'est-ce que j'entends par juste un arrêt de travail? Heu, pour rappel, si vous avez un arrêt de travail maladie et qu'il y a de la subrogation, actuellement, les 60 premiers jours d'arrêt à compter de l'arrêt initial sont soumis au prélèvement à la source. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, il n'y a pas de notion de durée, mais de notion de montant. 50 du montant des indemnités sécurité sociale subrogées sont soumis à prélèvement à la source. Et là, on n'en parle pas, mais pour tout ce qui est maternité, paternité, 100 soumis au prélèvement à la source dans le cas de subrogation des indemnités. Donc là, si on résume, à partir de 2024, si en tant qu'employeur, je perçois des indemnités sécurité sociale dans le cadre d'un arrêt, enfin d'un temps partiel thérapeutique pour le risque accident de travail ou maladie professionnelle, ces indemnités devront être soumises au prélèvement à la source à hauteur de 50. J'ai ajouté une petite case dans les natures d'événements, notamment pour gérer ça, une case temps partiel thérapeutique qui permettra de soumettre ou non, si vous avez le paramétrage du précalcul des indemnités sécurité sociale, de soumettre ou non les, les indemnités. Je vous ai tout dit sur le temps partiel thérapeutique. Nous allons désormais parler du montant net social. Donc, montant net social, un nouveau montant qu'on vous a demandé d'afficher sur vos bulletins et de déclarer en DSN depuis juillet 2023. Montant net social, c'est un montant qui est destiné à certains organismes et qui va permettre à vos salariés de faciliter leur déclaratif. Ce montant net social, actuellement, dans l'état actuel, tel que c'est paramétré, on part de votre brut, on vient déduire les cotisations salariales, on vient réintégrer les parts salariales et parts patronales de prévoyance, de retraite supplémentaire et on vient ajouter les versements participation intéressement s'ils ont été versés par l'employeur et perçus par le salarié. Le 14 novembre, la semaine dernière, il y a eu une mise à jour du BOSS, donc notamment des questions-réponses du BOSS sur le montant net social. Au niveau de ces mises à jour, il y a eu plusieurs informations qui ont été modifiées. Une première sur les indemnités sécurité sociale, une deuxième sur les garanties prévoyance et une mention que vous retrouvez tout en bas de la capture d'écran qui nous indique que ces modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2024, il faudra retravailler sur votre montant net social pour l'adapter aux dernières actualités du BOSS. D'accord? Donc là, c'est pas forcément nécessaire de se précipiter pour le faire tout de suite. Vous pouvez si vous avez le temps. Je vous ai mis, la capture d'écran de ce qui a été modifié. Donc c'est les questions 10, 13, 28 et 40, sachant que la 10 et la 28 et la 40, si je dis pas de bêtises, sont un peu similaires. Mais vous retrouvez toutes les informations sur ces différents points. Il y a une question 13 bis qui a été ajoutée. La 13 bis, c'est quoi? C'est celle qui indique que les indemnités de sécurité sociale en cas de subrogation, donc si c'est vous, employeur, qui percevez et reversez à votre salarié, doivent être désormais intégrées au montant du net social, contrairement à ce qui avait été précisé précédemment. Voilà pour le net social. Ça risque encore d'évoluer un petit peu, mais là, c'est les dernières informations qu'on a. Donc
il faudra qu'on retravaille votre net social pour 2024. On sait qu'on va le déclarer à un nouvel endroit dans la DSN, mais on sait maintenant aussi qu'on va devoir le réadapter au niveau du calcul. Dernière nouveauté pour 2024 que je souhaitais vous communiquer, la fin du service, Topaz qui est prévu fin 2024. Donc Topaz, qu'est-ce que c'est? C'est le service de Net Entreprise qui, permettait de récupérer les taux de prêt source pour les salariés que vous veniez, d'embaucher dans votre société. On sait qu'actuellement, pour récupérer le taux de prélèvement à la source d'un salarié, eh ben, il faut attendre qu'il soit passé dans une DSN mensuelle et une fois qu'il est passé dans ma DSN mensuelle, j'ai la possibilité de récupérer un CRM, donc un compte rendu métier, pour pouvoir l'intégrer dans ma paye. Quand on n'avait pas quand on intégrait un salarié, on avait la possibilité d'aller sur Net Entreprise, de renseigner les informations du salarié et Net Entreprise nous rematérialisait un fichier que nous pouvions intégrer dans le logiciel pour que dès le premier mois, le taux réel de prélèvement à la source soit appliqué. Ce service ferme en 2024, mais on a quand même autre chose qui prend le relais, la DSN de signalement d'amorçage. Donc on voit parfois aussi sous le libellé de SADV, signalement d'amorçage des données variables. C'est un signalement qu'on connaît très peu, pourtant qui existe depuis déjà quelques temps. C'est le troisième type de signalement. Ce signalement, il sert à quoi? Essentiellement, j'ai envie de vous dire, à récupérer les taux de prélèvement à la source, mais officiellement, il permet aussi de faciliter les affiliations, de vos salariés auprès des organismes de prévoyance, de mutuelles et cetera. Donc pourquoi je dis officiellement pour ce point-là? Parce qu'on sait que certains organismes complémentaires ont encore des difficultés avec la DSN, donc on ne peut pas garantir, hein, que ce soit fonctionnel à 100. Par contre, pour les impôts, là, pas de souci, ça fonctionne bien. Donc la règle, c'est que normalement, lorsque vous faites un signalement, d'amorçage, il vous rematérialise le compte rendu métier dans les 5 jours, heu, suivant l'acceptation de votre signalement. Donc là, je vais pas vous faire un cours sur le signalement d'amorçage, mais sachez que ça existe, que c'est déjà opérationnel dans Sedge depuis quelque temps, depuis même quelques années maintenant. Je vous laisserai découvrir si c'est une découverte. Sinon, l'année prochaine, on refera, des web sessions sur les DSN et il y en aura une notamment dédiée aux DSN de signalement et dans ces web sessions, le signalement d'amorçage sera abordé. Voilà pour les nouveautés, 2024. Alors, bien sûr, c'est pas exhaustif. Je n'ai pas précisé, qu'il y aurait toutes les nouveautés sur, l'augmentation du plafond de sécurité sociale, enfin, toutes ces choses-là. Bien entendu, ça va bouger. Le plafond de sécurité sociale est déjà communiqué, heu, mais ça, c'est de l'habituel, j'ai envie de dire. C'est pour ça que c'est pas mentionné ici. Je ne l'ai pas mentionné non plus, mais on a déjà des petites infos pour 2025. Alors, on sait qu'il va y avoir le nouveau bulletin de paye rénové. Donc, la mise en page du bulletin de paye qui va évoluer pour justement faciliter le contrôle du montant net social. Et on aura, donc ça a encore été reporté, la gestion des saisies sur salaire et des avis tiers détenteurs via la DSN. Voilà pour ça. Je vais prendre un peu de temps pour répondre aux diverses questions. Hop, alors je remonte un petit peu. Alors j'ai une question: où faire la DSIJ temps partiel thérapeutique? Alors la DSIJ, elle se fait via Net Entreprise. Je vous laisserai vous connecter pour faire vos attestations salaires au même endroit où vous faites vos attestations maladie. Dans Sage, où c'est fait? Bah, dans votre DSN. En fait, vous faut des natures d'événements temps partiel thérapeutique et le paramétrage qui va bien
et ensuite ça vient alimenter votre DSN dans les blocs, arrêt de travail. Quand vous êtes dans votre DSN mensuel, on a le bloc arrêt, où on retrouve nos arrêts habituels, maladie et compagnie, et on a un bloc S21G0066 qui est dédié au temps partiel thérapeutique et qui reprend les différentes informations. Pareil, alors je vois que, Samuel a mis les web sessions qui sont prévues, prochainement. Sur le temps partiel thérapeutique, il y en aura également. Alors elles ne sont pas encore indiquées. Pourquoi? Parce qu'on attend que ce soit bien fiabilisé du côté de Net Entreprise, pour vous monter les formations, pour pas faire et défaire. Hop, ensuite, pouvez-vous répéter les montants pris dans le net social au 1er juillet 2023? Alors, au 1er juillet 2023, on est bien d'accord, je ne parle pas de 2024. 2023, c'était le brut moins, les cotisations salariales, plus les parts patronales et salariales de prévoyance et de retraite supplémentaires. Heu Je pense que j'ai oublié un truc. Plus, oui, pardon, les montants versés aux salariés pour les participations intéressement, et on n'intègre pas là-dedans les primes partage valeur et les indemnités activité partielle. Mais encore une fois, là, je vous le fais de tête. Vous avez les documentations et entre autres le BOSS qui sont assez bien faits, qui vous reprennent toutes ces informations. Alors, est-ce que le signalement d'amorçage ne peut être effectué que lorsque la paye est sur le mois d'embauche? Alors non, c'est pas en fait, le signalement d'amorçage, il n'est pas forcément dédié uniquement aux nouveaux salariés. Moi, je vous l'ai présenté comme ça parce que c'est le cas le plus courant, mais en réalité, il existe plusieurs motifs, de signalement d'amorçage. On va avoir le cas, par exemple, de salariés qui sont mutés d'une société à une autre, où on peut, également faire les signalements d'amorçage. Donc dans votre exemple, vous embauchez le 2 novembre, votre paye est toujours en octobre. Non, vous pouvez faire vos signalements d'amorçage, quand vous le souhaitez. Est-ce que c'est possible de modifier un topaz d'enseigne? Alors, la première réponse va être non, parce qu'on ne doit pas le faire. Vous ne devez en aucun cas modifier un taux de prélèvement à la source d'enseigne. Vous devez appliquer les taux communiqués par la DGFiP, donc les taux fournis par le compte rendu métier. Vous n'avez pas le droit de le modifier. C'est-à-dire que même si vous avez un salarié qui vient avec un document des impôts vous disant: «Mon taux, c'est autant», vous devez appliquer les taux présents dans les CRM. Par contre, cas exceptionnels, qui sont vraiment très, 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 très rares, on a la possibilité, mais je ne vous dirai pas comment, de modifier, si besoin vraiment était, un taux de prélèvement à la source dans le logiciel. Pour le bulletin de 2024, est-il prévu de mettre le cumul net social en bas de bulletin? Donc là, non, sur la mise en page 2024, il y a rien de prévu au niveau des modifications. Il faut qu'on ait le net social, comme en norme 2023, je vais dire, mais il y a pas de modification au niveau de l'affichage d'annoncé. Vous avez parlé des IJ prévoyance, ça dépend des cas. Je vais pas pouvoir vous répondre sur la question sur les IJ, sur les indemnités prévoyance, c'est vraiment spécifique, et ensuite pour la dernière question, sur les IJ privés, 3-4, les IGSS subrogées sont-elles dans le net social? Ça dépend de quand on parle. Si on parle de 2023, non. Si on parle de 2024, oui, elles le seront. C'est dans la dernière modification du BOSS. Je pense avoir fait le tour, des différentes questions qui ont été posées sur les dernières nouveautés et sur la version de paye 6.10. Alors, comme tous les ans, vous retrouverez un plan de paye Senge en janvier avec les informations qui vont bien. La version 6.10, pour rappel, doit être installée sur une version initiale 6.00. Vous devez installer ces versions
pour au plus tard vos payes de janvier 2024. Pourquoi? Parce qu'elles vont répondre aux différents cahiers techniques. Donc il faut absolument enfin cette mise à jour est obligatoire, elle n'est pas optionnelle. Pour les mises à jour, comme d'habitude, vous passez par les canaux habituels. Hem et pour les nouveautés, oui, un nouveau plan de paye Senge, est disponible dans la 6.10 pour la partie, novembre 2023. Ce plan de paye Senge, n'est pas forcément enfin, c'est pas forcément des gros changements. Il y a la nouvelle variable DSN, mais on l'aura alimentée dans le plan de paye Senge de janvier 2024. Il y a des informations alors s'il y a une modification qui peut être intéressante pour les sociétés qui sont encore en décalage fiscal au niveau de leur paye, je vous laisserai consulter la documentation, mais sur les taxes d'apprentissage et formation professionnelle qui sont maintenant recouvrées par l'Urssaf, c'est considéré bien comme des cotisations sociales et non plus des cotisations fiscales. Donc je vous laisserai consulter la documentation, mais il y a rien de bien méchant là-dedans. Est-ce qu'il y a une mise à jour de déclaration sociale? Oui, il y a la mise à jour en 14.10 qui va avec la version 6.10. Vous le verrez quand vous ferez les mises à jour ou même si là vous ouvrez une DSN, il vous propose l'installation. On me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore parlé de la nécessité de faire des sauvegardes, donc c'est vrai, je vais le faire. Oui, je l'ai dit en plus avec les clôtures intermédiaires qu'il fallait faire des sauvegardes. N'oubliez pas, si vous faites vous-même les mises à jour, de bien faire des sauvegardes et de vos bases de données et de vos dossiers d'installation de la paye. Si vous les faites par vous-même, c'est vraiment essentiel, enfin par vous-même ou même si c'est nos services qui faisons nous faisons les sauvegardes, mais il est essentiel que vous ayez des sauvegardes tout comme, quand vous faites vos clôtures, que ce soit mensuelles, intermédiaires, vous devez systématiquement faire une sauvegarde avant clôture et la mettre de côté, par sécurité. Donc, les sauvegardes, c'est très, très important. Merci de m'avoir rappelé que je n'avais pas encore assez insisté là-dessus. Voilà pour cette première partie de présentation. Donc la partie suivante va concerner, les sociétés qui sont, dans la métallurgie, donc qui ont des établissements ou des sociétés, qui ont une convention collective métallurgie. Ce que je vous propose, c'est que toutes les personnes qui ne sont pas concernées par la métallurgie, je vous propose de vous dire au revoir, de vous souhaiter une bonne journée. Si vous souhaitez tout de même, suivre, la partie métallurgie, ça ne me pose pas de problème, mais ça ne vous intéressera peut-être pas. Donc si des personnes souhaitent partir, bonne journée à vous et puis, bonne fin d'année et pour tous les autres, et ben, on continue et on va passer à la métallurgie. Alors, convention collective de la métallurgie. Qu'est-ce qui va se passer? 1er janvier 2024, une seule convention collective de la métallurgie, là où aujourd'hui on en a 78. Donc bien évidemment, c'est pas un changement anodin. Je suppose que, vous en êtes déjà bien rendu compte. Au niveau des modifications, donc j'ai ciblé les principales, on va en discuter, rapidement. Au niveau de la première grosse modification, pardon, à mon sens, c'est les modifications des grilles de classification. Donc les grilles de classification, sont complètement revues, ce qui, je l'entends, vous provoque un travail quand même assez conséquent. Donc là, j'ose espérer que vous êtes dans la fin de vos classifications. L'idée, c'est que chaque salarié pour 2024, vous ayez bien, ces nouvelles cotations, ces nouveaux groupes et classes d'emploi soient bien définis. Pourquoi il faut qu'on ait pour 2024 les grilles de classification qui soient bien établies pour chaque salarié? Eh ben, parce que les grilles de salaires minimaux ont été également modifiées et ces grilles de salaire
vont bien évidemment être en fonction, de la classification des salariés. Grille des classifications, clairement pour moi en paye, on va dire, dans un premier temps, ça me fait pas trop de boulot. Le boulot, il est plus en amont, de votre côté, de tout répertorier, de tout reclassifier. Par contre, ce travail de classification, il a de l'impact sur les, les grilles de salaire parce qu'on va devoir, bien entendu, dans Senge, indiquer quelle est la classification du salarié, pardon, pour pouvoir appliquer la grille. Donc, au niveau de la nouvelle grille, une grille en fonction des classifications, on l'a bien compris. Cette grille nous donne des montants annuels et qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va avoir plusieurs cas possibles au niveau de la paye. Le premier cas qui, j'ai envie de dire, va être le plus simple, le salarié qui actuellement gagne plus que, les salaires minimaux de la nouvelle grille avec sa nouvelle classification. Donc dans ce cas-là, on ne va pas aller diminuer la rémunération du salarié, on va, appliquer sa rémunération actuelle. Deuxième cas possible, le cas du salarié qui, avec la nouvelle classification, va avoir un salaire qui est en deçà des minimaux prévus. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir qu'on déclenche un complément différentiel pour pouvoir compléter, ce salaire minimal. Ça veut dire quoi, au niveau de la paye? Ça veut dire qu'actuellement, les salaires, les grilles de salaire sont annualisées. Donc ça veut dire que cette grille de salaire va devoir être comparée à la paye du salarié de l'année précédente, sur les 12 derniers mois, mais en prenant en compte aussi, pardon, le cas des salariés qui ont eu des augmentations de salaire en cours d'année, en prenant en compte le cas des salariés qui n'ont pas été présents sur toute l'année. Parce que bien entendu, si c'était aussi simple que ça, je prenais les 12 derniers mois de salaire et puis je regardais si c'était au-dessus ou en dessous de la grille. Mais si mon salarié, il est entré dans ma société au mois de juin, je ne vais pas comparer 6 mois avec une grille sur 12 mois. Donc ça va être un des plus gros travails, j'ai envie de dire, point de vue paramétrage paye, on va avoir ça qui va être un point quand même assez important. Ensuite, il y a un nouveau calcul au niveau de la prime d'ancienneté. Donc là, pareil, ça a été bien défini, donc pas forcément compliqué. Par contre, il va falloir voir en fonction de ce que vous appliquiez actuellement, si pareil, on a la nécessité de déclencher ou pas un différentiel. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on va avoir, on va dire, double paramétrage pour chaque élément. On va avoir, par exemple, un paramétrage prime d'ancienneté, mais aussi un paramétrage comparatif avec l'ancienne prime d'ancienneté, qui va se faire. Sur les autres points, j'ai envie de dire, ça m'intéresse pas que ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse pas, point de vue paramétrage paye. Protection sociale complémentaire unique pour les salariés, ça, on a déjà anticipé, ça enfin, c'est pas nous personnellement, mais ça a déjà été mis en place l'année passée. Ça s'est plutôt bien, passé. C'était essentiellement des changements de taux, et des changements de contrats sociaux, point de vue paye, donc cette partie-là, c'est fait, on est tranquille. Durée de préavis en cas de rupture de contrat, donc ça, c'est plus pour le côté RH que paye, même si bien entendu, ça a des impacts au niveau de mes DSN de signalement de fin de contrat de travail et l'octroi de congés spécifiques pour les événements familiaux. Là, ça va avoir de l'impact pour ceux qui sont équipés d'intranet RH, s'il y en a encore, ou de Sage Espace Employé, où il faudra prévoir, les natures en conséquence, pas l'acquisition, on n'acquiert pas des jours pour événements familiaux, mais les plafonnements, en fonction de vos événements. Donc sur tous les points que j'ai cités là, sur la convention de la métallurgie, on va dire que les 2 principaux qui vont nous intéresser pour les paramétrages de la paye, ça va être la grille des salaires minimaux et le calcul de la prime d'ancienneté. Bien entendu, ça va dépendre aussi de la grille des classifications, parce que cette classification, il faudra bien la renseigner dans le logiciel de paye pour pouvoir,
mettre les informations. Donc vos classifications doivent être effectuées en amont. Il faut qu'elles soient faites pour 2024 pour qu'on puisse déclencher vos salaires. Au niveau de Senge, comment ça va se passer? Actuellement, je vous ai parlé juste au-dessus du plan de paye Senge. En 2024, vous allez avoir les nouveautés du PPS qui vont, être à disposition comme d'habitude et courant décembre, on aura la possibilité d'avoir un plan de paye utilisateur spécifique métallurgie. Alors, la différence entre le plan de paye utilisateur et le plan de paye Senge, c'est quoi? C'est que c'est 2 bases différentes. Un plan de paye utilisateur, vous en avez déjà un qui existe par défaut, où vous pouvez apporter des modifications. Pour certains d'entre vous, vous avez même un plan de paye utilisateur qui gère toutes les spécificités actuelles de vos sociétés et donc là, ce sera un plan de paye spécifique métallurgie. Stange s'engage à maintenir les évolutions et les mises à jour conventionnelles de ce plan de paye métallurgie. À savoir que, ce plan de paye, par contre, sera une option qui va être payante. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès aux documentations et à l'UPP, donc au plan de paye utilisateur, fourni par Senge et les mises à jour conventionnelles en temps réel, il faudra, souscrire à une option pour pouvoir télécharger et avoir accès aux informations. Ce plan de paye utilisateur, au niveau de l'option, elle devra être, société par société. C'est-à-dire qu'il va y avoir, contrairement au plan de paye Senge où on peut le dispatcher, sur toutes les sociétés, là, ça va être rattaché à vos numéros de SIRET. Donc pourquoi faire ça? Je vous ai dit, c'était une option payante. Cette option va être en fonction du nombre de salariés concernés par la métallurgie. Ça reste rare, mais vous pourriez avoir une société multiconvention avec, certains salariés concernés par la CCN Métallurgie et d'autres non. Au niveau de comment ça va se passer pour, récupérer ce UPP, ce plan de paye utilisateur. Alors, déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est contacter votre chargé de clientèle pour pouvoir lui communiquer le nom de toutes vos sociétés concernées, les IDCC, donc les IDCC actuels, pas le nouveau, là forcément, et le nombre de salariés concernés. À partir de ça, votre chargé de clientèle va pouvoir, gérer la commande, on va dire, de l'UPP. Dans cette Je paye, ce qu'on sait, c'est que ce sera une tuile supplémentaire. Donc là où actuellement on a, téléchargement du plan de paye Senge, on aura à côté, ou 2 ou 3 cases à côté, téléchargement de l'UPP. Et on sait aussi que même si on a l'UPP, si vous me dites: «J'ai une société métallurgie», par exemple, et ben, Sage va faire en fonction enfin, va faire de façon à ce que cet UPP ne soit utilisable que pour la société qui a été mentionnée. Donc si je dis: «J'ai une société», en me disant: «Comme ça, je vais prendre un UPP, ça va l'appliquer sur toutes les autres structures», ce ne sera pas possible. Il y aura une clé, et un UPP crypté qui fera le lien entre le numéro de SIRET et l'UPP qui a été commandé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, bien, communiquer les informations, les noms des sociétés, les codes IDCC. Les codes IDCC, normalement, vous les connaissez. Si jamais vous avez un doute quand vous êtes dans votre paye, hem, dans liste convention j'ai un doute, alors attendez, dans liste, si c'est ça, dans liste convention collective, je vais vous le remontrer ici. Vous êtes dans liste convention collective. Vous avez une ou plusieurs, conventions et si vous faites le petit crayon, vous retrouvez les codes de vos conventions collectives qui se retrouvent ici. Donc là, Senge va nous communiquer l'UPP normalement courant décembre. Donc comme ça, nous, on pourra déjà commencer à travailler, un peu dessus pour application en janvier.
encore une fois, le travail des classifications sur vos fiches de salariés, il faut vraiment que vous le fassiez pour que vous puissiez mettre correctement en place les informations. Voilà pour ça. Je vois qu'on a déjà des questions sur la métallurgie. Alors hésitez pas si vous en avez d'autres, à me les poser. La première que je vois, c'est: est-ce qu'on connaît déjà le numéro de la nouvelle pardon, convention? Alors oui, c'est la 3248, mais ça vous le retrouvez facilement sur le site de l'UIMM, mais c'est la 3248. Ensuite, j'ai une question: peut-on importer dans la fiche de salarié la nouvelle classification? Alors oui, on pourra les importer via les formats d'importation. Vous avez tous les champs disponibles et j'ai pas encore la confirmation. Ne prenez pas pour content ce que je vais vous dire, mais il me semble qu'il y aura une partie des informations classification qui seront historisées dans des infos libres. C'est pour ça, entre autres, qu'on a sur la nouvelle version les formats d'importation pour les infos libres. Mais je ne peux pas vous confirmer à 100%, je n'ai pas encore vu toutes les documentations de l'UPP, donc je ne peux pas vous confirmer que ce sera vraiment comme ça. Ensuite, j'ai une question: l'option est payante chaque année ou à chaque mise à jour ou une seule fois? Alors, ça va être une option annuelle par salarié concerné. Alors, pourquoi annuelle? Bah, parce que Senge s'engage à mettre à jour le conventionnel, chose que sur les versions on-premise, donc les versions standards de Senge, ne sont jamais faites. Même pour le BTP, dans le plan de paye BTP, c'est vraiment, alors je vais pas dire le minimum, enfin presque le minimum légal, on va dire, qui est mis à jour. Là, vous aurez vraiment toutes les mises à jour conventionnelles qui seront faites directement. Ça veut dire que, par exemple, si les grilles des salaires évoluent, dans votre UPP, ce sera mis à jour. Vous n'aurez pas à tout ressaisir manuellement dès qu'il y aura des modifications. Et on s'en doute aussi, ça va être la première année de mise en place. Donc qui dit première année de mise en place dit probablement ajustements en cours d'année, donc qui seront aussi intégrés. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire, juste pour que je puisse avoir un petit sondage au niveau de vos classifications, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est fait? Est-ce que non, c'est pas du tout fait? Est-ce que vous savez pas de quoi je parle? Alors, j'ai une question prix sur le prix de l'option. Alors clairement, j'ai pas le prix de l'option, là à vous donner. Je vous donne quand même une fourchette, ce sera à peu près 5 € par salarié par an. Mais encore une fois, je vous le donne à titre informatif, c'est pas le prix définitif. C'est les informations que j'ai su glaner. Ensuite, j'ai une question: s'il y a des salariés supplémentaires, pas de rapport à base déclarée? Je comprends pas la question. Hop, et je commence à voir les retours sur les classifications. Donc j'ai une personne qui est à 40, super. Alors je sais que ça vous prend pas mal de temps, de gérer les classifications, que c'est pas forcément le truc le plus sympa à faire. Mais dites-vous bien que une fois vos classifications faites, pour le reste, ça sera quand même beaucoup plus simple. Mais oui, là, jusqu'à la fin de l'année, vous allez avoir, un peu de travail. Donc là, sur les informations, métallurgie, j'ai pas mis, plus d'infos. Pourquoi? Bah, l'IUMM et compagnie vous donnent déjà des informations assez conséquentes et assez claires, donc j'allais pas en ajouter une couche, surtout que je ne fais pas du tout partie de cette convention. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout la partie celle je paye. Donc là, est-ce qu'il faudra importer les classifications salariées dans Sage? Oui, on aura besoin d'avoir les informations
Parce que pour déclencher les salaires, il faudra qu'on sache dans quel groupe à quel groupe, pardon, le salarié fait partie. Donc, il faudra bien renseigner les cotations, les groupes d'emploi, les classes d'emploi. Il faudra bien, qu'on ait tout pour pouvoir, les intégrer et donc si là, vous êtes en train de les préparer, si vous faites de ça sur Excel, pensez tout de suite à mettre les matricules de vos salariés. Ça vous facilitera les imports. C'est-à-dire que si vous vous êtes fait un fichier avec les noms et prénoms, refaites tout de suite une GA pour avoir matricule, nom et prénom. Comme ça, vous gérez vos cotations et compagnie dans le fichier et derrière pour les imports, ce sera possible. Alors, est-ce qu'il y aura en janvier 2024 une formation spéciale convention métallurgie? Alors, encore une fois, je parle au conditionnel, je pense que oui, mais il faut que j'ai toutes les informations. Alors, dans quel cas il y aurait pas de formation sur la métallurgie? Dans le cas où ce serait trop spécifique et qu'il y aurait vraiment trop de spécificité, pardon, pour chaque société. Mais je pense que ça devrait être gérable, que on devrait avoir un global, vous dire: «À tel endroit, on a ça» et pouvoir faire, oui, une web session, pas comme on fait pour 2024, en fait, sur les nouveautés 2024. Par contre, elle sera dissociée des nouveautés PPS 2024. Ça, je peux déjà vous dire que si elle a lieu, ce sera 2 choses, différentes. On aura la web session habituelle, nouveauté 2024, donc PPS, régime général, BTP et compagnie. Et si on a une web session, métallurgie, dans ce cas-là, on aura, une web session dédiée et on fera sur le même principe que ce qui est fait, en début d'année. C'est-à-dire, dans un premier temps, j'ai analysé toute la documentation de Senge, et commencer à faire les premiers paramétrages, moi, de mon côté. Je vous décortique tout ça, je vois pour vous faire la petite procédure qui va bien et puis, vous la transmettre et en parallèle, on fait le paramétrage ensemble sur ma base de paye pour vous montrer, bah, voilà, là, j'ai rencontré telle difficulté, j'ai contourné comme ça et cetera et cetera. Ou après, on intervient sur le directement, avec vous pour le faire ensemble. Normalement, comment dire? L'UPP, donc la mise à disposition est prévue courant décembre. Ça veut dire que, bien entendu, je vais l'avoir beaucoup plus tôt que, le plan de paye Senge. Je devrais l'avoir aux alentours de mi-décembre. Donc, derrière, ça veut dire qu'il faut un petit peu de temps de le consulter. Mais pour début janvier au plus tard, on aura les infos et possibilités de communiquer là-dessus. Alors, je vois qu'il y a, des questions plus commerciales sur, cette fameuse, option payante. Je vois qu'il y a le service commercial qui y répond, c'est parfait. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, alors sur la partie, options, on va dire, pas sur la partie paramétrage, mais bien la partie options, à consulter vos chargés de clientèle qui pourront vous répondre. Mais vous pouvez déjà dès à présent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, indiquer les noms des sociétés concernées, les IDCC, le nombre de salariés et comme ça leur permet déjà d'avoir, un premier jet, une première vue, enfin un premier visu sur, les sociétés concernées par la métallurgie. Donc elles ont déjà ciblé, une grosse partie, mais pour avoir, un peu plus d'infos. Voilà pour cette partie métallurgie. Est-ce que j'ai répondu à vos attentes ou est-ce qu'il y a d'autres points métallurgie que vous voulez encore voir? On a encore 6 minutes devant nous. Hop, je revérifie en passant que j'ai bien répondu à toutes les questions qui m'étaient dédiées. Information spéciale. OK et je revois sur la formation spéciale métallurgie, je pense qu'elle sera dédiée aux personnes qui auront l'UPP. Enfin même j'en suis certaine. Pourquoi? Parce que sinon ce serait trop compliqué de faire les paramétrages, à côté. De pas le faire dans le cadre d'un UPP, ce serait vraiment trop compliqué et dès qu'il y aurait
une modification, ce serait lourd à mettre en place. Hop, heu, alors dans l'option, il sera prévu des bulletins modèles. Alors pour la question sur les bulletins modèles, on sera dans tous les cas pour ceux qui ont des bulletins personnalisés alors, je vais prendre le cas par exemple de quelqu'un qui a mis actuellement son coefficient dans le champ, je sais pas, je vais dire code postal, c'est pas possible, dans le champ unité. Dans ce cas-là, il faudra qu'on aille remodifier l'affichage de bulletins, pour pouvoir, afficher. Donc, en gros, si vous avez un bulletin personnalisé avec des choses spécifiques, des compteurs spécifiques, oui, on devra aller, adapter votre bulletin modèle dans tous les cas, même s'il y a un bulletin de fourni par Sage. On sera dans tous les cas obligé de le modifier et on sera obligé de le remodifier en 2025 si j'anticipe la question. De rien. Voilà. Alors, j'espère dans un premier temps avoir répondu à toutes vos questions, que, vos classifications, ça avance bien et que vous allez pas trop être embêtés avec ça. Dans tous les cas, on recommuniquera sur la métallurgie. Vous communiquez bien vos infos au chargé de clientèle, comme ça on saura vous rediffuser les infos en temps et en heure et dès qu'on en sait plus, dès que l'UPP est à dispo et qu'on a plus, d'informations, on pourra répondre un peu plus, dans le détail sur ce fameux, plan de paye utilisateur. Eh ben, très bien. Allons-nous recevoir le PDF? Vous parliez du PDF, pardon, j'étais le PDF du Oui, support de oui. formation? Oui, on peut vous le Aurélie? transférer. Oui, Oui, bah, comme précisé, parce que plusieurs personnes ont posé la question, on délivre, les différents supports pour, centraliser notre axe de communication. Donc, le webinar est enregistré, il sera rediffusé d'ici, début de semaine prochaine, je pense raisonnablement, sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez le revoir, le réécouter et le partager avec vos collègues qui n'auraient pas pu être présents. exactement. On est dans les temps, Aurélie. Si on n'a plus de questions, moi je suggère de libérer tout le monde. Si Mmh. toutefois, tout le monde est OK, on attend peut-être quelques instants s'il y a une dernière question. A priori, ça m'a l'air bon sur les questions. Je pense qu'on a réussi à répondre, à toutes les demandes et on a nos premiers «OK, merci». Ça roule. OK. Bah, je te remercie à mon tour, d'avoir, animé ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.